Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce jeudi 21 mai 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Cessez-le-feu Moyen-Orient, le chef de l'armée pakistanaise se rend à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation. Les détails dans ce journal. Génocide à Gaza, le scandale de la flottille Somoud ravive les débats sur les brutalités sionistes. Algérie-Égypte, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, reçu au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et puis Algérie, défense au troisième et dernier jour de sa visite en 5e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, supervise l'exécution d'un exercice tactique à balles réelles, Al-Ahd 2026. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le chef de l'armée pakistanaise Asim Mounir s'est rendu ce jeudi à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation menés par Islamabad dans les pourparlers chez les consultations entre Téhéran et Washington concernant la guerre de l'Iran. L'armée iranienne a confirmé sa pleine préparation et sa disposition à apporter une réponse décisive et catégorique à toute menace, agression ou acte de provocation contre l'Iran. L'agence iranienne Mahr a rapporté jeudi citant le commandant-chef de l'armée iranienne Amir Hatami lors de sa rencontre avec le président Massoud Pezeshkian que ses efforts sont fin prêts à sacrifier pour défendre la sécurité, l'indépendance, la dignité et l'intégrité territoriale du pays ainsi que pour protéger le peuple iranien. L'autorité de gestion des voies navigables du Golfe Persique iranienne a annoncé qu'elle allait établir une zone de contrôle maritime dans le détroit d'Ormuz. Dans une déclaration sur la plateforme X hier mercredi, la structure récemment créée pour la gestion du détroit définit la zone comme étant la ligne reliant Jabal Mubarak en Iran et le sud de Ferjiwa aux Émirats sur le côté du détroit jusqu'à la ligne reliant l'extrémité de l'île de Kesma en Iran et al-Kaywan aux Émirats sur le côte ouest du détroit. L'instance iranienne a ajouté que l'entrée dans la zone pour transiter par le détroit nécessitera une coordination et l'obtention d'une autorisation de sa part. La demande de carburant combinée au manque de nouvelles exportations de pétrole du Moyen-Orient et à l'épuisement des stocks pourrait faire basculer le marché pétrolier dans la zone rouge en juillet et en août prochain, a déclaré jeudi 21 mai le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Nos stocks s'épuisent. Si nous avons de l'argent de côté et pas de revenus, on peut dépenser sans compter. Mais ça ne saurait tarder. Le problème, c'est que fin juin, début juillet, c'est la saison touristique. Or, la demande et la consommation de pétrole augmentent généralement. Ces deux facteurs contribuent à l'érosion de nos stocks. Aucun nouveau pétrole n'arrive du Moyen-Orient et la demande augmente. La situation risque d'être difficile et nous pourrions entrer dans une zone rouge en juillet ou août. Si la situation ne s'améliore pas, voilà comment je vois les choses. Et l'économie de l'Union européenne ralentira en 2026 après que la guerre au Moyen-Orient ait déclenché le deuxième choc énergétique. La flambée des prix du pétrole qui dépasse désormais les $100 le baril va alimenter l'inflation et peser sur le moral des entreprises et des ménages. Le conflit au Moyen-Orient a provoqué une perturbation sans précédent des approvisionnements énergétiques. Et en a résulté une forte hausse des prix de l'énergie. À la date de référence, les prix du pétrole étaient supérieurs de 65% à leur niveau d'avant le conflit, tandis que ceux du gaz étaient supérieurs de 50%, bien que l'inflation devrait être mieux maîtrisée que lors des précédentes crises énergétiques, elle devrait tout de même augmenter fortement. La hausse des prix de l'énergie
se fait déjà sentir chez les consommateurs et les entreprises, comme en témoignent les données de mars et avril de cette année qui font état d'une forte augmentation de l'inflation énergétique. Au Liban, les habitants du village de Deir Qanoun al-Nahr au sud du pays ont fait leurs adieux ce jeudi 21 mai à leurs proches tombés en martyrs lors d'une frappe sioniste mardi 19 mai qui a fait 14 morts selon le ministère libanais de la Santé. Depuis le début de la guerre, le 2 mars 2026, plus de 3000 personnes ont été tuées au Liban, a rapporté le ministère de la Santé du pays. En Palestine occupée, le bilan des victimes de l'agression sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 72 775 martyrs et 172 750 blessés, ont indiqué ce jeudi les autorités sanitaires palestiniennes. Selon les mêmes sources, les hôpitaux de la bande de Gaza ont accueilli au cours des dernières 24 heures 2 martyrs et 27 blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont également précisé que le nombre total de martyrs depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025 a atteint 883 martyrs, tandis que le nombre de blessés s'élève à 2648. Elles ont ajouté que 776 corps ont été extraits des décombres. Et des Palestiniens se sont rassemblés ce jeudi 21 mai sur le site d'un bâtiment détruit dans le camp de réfugiés d'El Marazi au centre de Gaza après qu'il ait été frappé par une frappe sioniste. Nos voisins nous ont prévenus qu'une alerte à l'évacuation avait été émise, qu'une frappe était imminente. Au début, nous n'y avons pas prêté attention. Nous avons passé les 5 premières minutes à faire le tour de la maison, puis nous nous sommes ressaisis et sommes allés chez nos voisins. Peu après, la frappe a eu lieu, nous sommes revenus et nous avons trouvé la maison dans cet état. Dans ma confusion, j'ai oublié le sac contenant les papiers et ma carte d'identité. Ils nous ont pas laissé le temps de récupérer les documents importants. 20 minutes, vous avez 20 minutes, disait-il. Que puis-je récupérer en essayant de récupérer mes affaires? Que puis-je trouver? Que puis-je emporter? Dieu me suffit et il est le meilleur pour gérer les affaires. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit une nouvelle fois sur la situation dramatique à Gaza. Une séance marquée par de nouvelles accusations très graves concernant le traitement des civils et des militants humanitaires. Neila Hamouda. Une nouvelle fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit pour la Palestine, pendant que Gaza continue de compter ses morts. Une nouvelle fois, les diplomates parlent de droit international, de protection des civils, d'urgence humanitaire. Mais sur le terrain, la réalité ne change pas. Les bombardements sionistes se poursuivent, les civils tombent en martyrs et une population entière survit dans un territoire détruit et asphyxié. Le représentant de l'État de Palestine auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, Majd Bamia, a dressé un constat sans conteste. Un discours qui dépasse la diplomatie et interpelle directement la communauté internationale. Il décrit un système où ceux que le droit humanitaire est censé protéger sont précisément ceux qui sont ciblés. Dans ce contexte, l'interception en eau internationale de la flottille humanitaire Somoud à destination de Gaza a ravivé les tensions. Des navires transportant de l'aide essentielle ont été stoppés et des militants arrêtés, torturés et humiliés. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les images et les informations disponibles sont alarmantes. Ce que nous avons vu dans cette vidéo est scandaleux et fait suite à ce qui semble être une détention et une arrestation illégale en mer de militants de la flottille se dirigeant vers Gaza. Cela témoigne de la torture et des mauvais traitements systématiques, y compris les violences sexuelles et sexistes infligées aux détenus palestiniens dans les prisons et lieux de détention israéliens. Notre bureau a largement documenté ces faits. Le Haut Commissariat rappelle aussi au respect des obligations fondamentales du droit international.
Le droit international est très clair sur la dignité humaine. Les détenus ont des droits. Ils ont le droit d'être protégés contre toute forme d'humiliation ou de mauvais traitement et ils ont le droit à une procédure régulière et bien sûr à un procès équitable lorsqu'ils sont accusés de faits réels. Ceux qui sont détenus arbitrairement ont le droit d'être libérés immédiatement et sans condition. Malgré ces rappels, la situation humanitaire à Gaza continue de se dégrader. Les agences de l'ONU alertent sur les pénuries massives de nourriture, de médicaments et de carburant. Le risque de famine et d'effondrement sanitaire est désormais clair établi. Au Conseil de sécurité, les appels à la protection des civils se multiplient. Mais les décisions concrètes restent limitées. L'écart entre les principes proclamés et la réalité du terrain ne cesse de s'élargir. Une question s'impose avec force. Le droit international peut-il encore protéger les Palestiniens lorsque son application semble dépendre des rapports de force? Ou assiste-t-on à Gaza à l'érosion progressive d'un système censé garantir l'universalité de la protection humaine? Justement, des militants italiens de la flottille d'aide humanitaire Global Sumud arrêtés par les forces d'occupation sionistes après avoir été interceptés dans les eaux internationales décrivent leur lieu de détention comme un lieu de terreur. Un lieu de terreur, en gros une place de conteneur où il enfermait les gens. Du pain et de l'eau et même parfois très peu d'eau d'après ce que m'ont dit ceux qui étaient là depuis la veille. Notre bateau était l'un des derniers qui l'ont pris. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait des gens qui étaient là depuis un moment. Dès qu'on entrait dans le premier conteneur, ils vous tabassaient. Ils vous tabassaient vraiment. Ça veut dire qu'ils m'ont donné des coups de pied dans les jambes et des coups de poing au visage. Et ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Alors ce n'est pas comme si j'avais de grosses marques visibles, mais ça fait mal ici. Un médecin qui était parmi les prisonniers m'a vu et m'a dit que ce n'était rien de grave. J'ai un peu enflé ici et j'ai quelques marques sur la cuisse. Je veux dire, ils vous donnent des coups de pied. Ils vous donnent des coups de pied vraiment. Ils ont cassé des bras et des côtes à certains. Voilà la situation. Pour accéder à ce pont, nous avons d'abord dû traverser une sorte de salle de panique car 3 marins israéliens, 3 gaillards impressionnants, nous ont tabassés de toutes les manières possibles. Ils ont même aspergé certains d'eau avant d'utiliser le taser. Un Allemand avait reçu des dizaines de coups de crosse de fusil, ce qui lui laissait des marques circulaires. Ils l'ont vraiment roué de coups, puis ils lui ont même tiré une balle en caoutchouc dans le pied. Bref, il était parmi les plus mal en point, mais j'ai vu des personnes âgées, des vieillards tremblants, le corps entièrement bandé. Et l'Indonésie a condamné jeudi ce qu'elle a qualifié de traitement inhumain infligé par les forces d'occupation sionistes aux activistes de la flottille qui tentaient de forcer le blocus naval sioniste de Gaza. Le gouvernement indonésien a confirmé que 9 citoyens indonésiens ont été arrêtés par l'armée d'occupation sioniste lors d'un raid contre des navires transportant des volontaires de la flottille. L'Indonésie condamne le traitement humanitaire infligé par Israël aux volontaires de la flottille du sommet mondial 2.0. Cet acte est contraire aux principes humanitaires. L'Indonésie a également réaffirmé que les actions militaires d'Israël contre la flotte du sommet mondial et les volontaires à bord constituent une violation flagrante du droit international. La protection des citoyens indonésiens est notre priorité absolue. Le gouvernement indonésien continuera de superviser le processus de libération jusqu'à ce que tous les citoyens indonésiens puissent rentrer chez eux en toute sécurité dès que possible. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, la Chine a exprimé ce jeudi sa ferme opposition à toute vente d'armes des États-Unis à Taïwan, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhou Xiaokun, lors d'un point de presse. Another question from AFP. U.S. President Donald Trump. L'opposition de la Chine à tout échange officiel entre les États-Unis et Taïwan, ainsi qu'aux ventes d'armes américaines à Taïwan, est constante, claire et
inébranlable. La Chine exhorte les États-Unis à mettre en œuvre les accords importants conclus entre nos deux dirigeants, à honorer leurs engagements et leurs déclarations, à faire preuve d'une prudence accrue dans le traitement de la question taïwanaise, à cesser d'envoyer tout message erroné aux forces séparatistes ou indépendantistes taïwanaises et à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que la dynamique de développement constant des relations sino-américaines par des actions concrètes. Autre actualité, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé ce jeudi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'accroche à son poste et à toute option garantissant son maintien au pouvoir. Lors d'un point de presse, Zakharova a indiqué que Zelensky s'accroche à toute option lui permettant de préserver son pouvoir, ajoutant que cela ne fait pas au nom de la paix, mais au nom de la guerre. Il s'accroche à son poste et s'accroche à toute option lui permettant de préserver son pouvoir, mais pas au nom de la paix, plutôt au nom de la guerre. Aujourd'hui, il est tout à fait clair que toutes les promesses électorales de Zelensky se sont révélées être des mensonges cyniques et que le jeune président ambitieux que l'on qualifiait de président de la paix s'est transformé en un usurpateur sanglant. Zelensky se vante avec insolence devant ses parrains des attaques terroristes commises, y compris celles menées avec leur aide directe. Il annonce effrontément de nouvelles sanctions, comme il les qualifie, à long terme contre la Russie et poursuit sa trajectoire vers l'escalade du conflit. Au volet diplomatique de ce journal, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce jeudi au Caire par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Ahmed Attaf a remis au président Sisi une lettre du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Il lui a également transmis ses salutations fraternelles. La rencontre a permis de passer en revue la dynamique positive que connaissent les relations algéro-égyptiennes dans le cadre de la mise en œuvre des consultations de la 9e session de la Grande Commission mixte tenue au Caire en novembre 2025, notamment les résultats remarquables enregistrés sur la voie du renforcement du partenariat économique et conformément aux objectifs ambitieux fixés par les dirigeants des deux pays. La rencontre a porté aussi sur les perspectives de poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux parties concernant les principales questions d'actualité au niveau arabe et africain, en particulier dans leur voisinage immédiat de l'État de Libye, à la lumière des réunions régulières du mécanisme tripartite Algérie, Égypte, Tunisie. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce jeudi au Caire avec son homologue égyptien, Badr Abdallati, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Égypte. Ces entretiens ont été consacrés à une évaluation approfondie et globale des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions issues de la dernière réunion de la Grande Commission mixte, tant en ce qui concerne le renforcement du partenariat dans les domaines tels que le commerce, l'investissement, l'industrie, l'énergie, les infrastructures et l'habitat, qu'en matière de promotion des relations humaines et culturelles. Les deux ministres ont également échangé les analyses concernant nombre de questions et dossiers d'actualité au plan arabe et africain, notamment la question palestinienne et les développements au Moyen-Orient et dans le Golfe en général, ainsi que l'évolution de la situation au Soudan, Libye et dans la région sahélo-saharienne. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a salué le leadership de l'Algérie dans l'adoption de la résolution des Nations Unies relative à la Journée internationale du vivre ensemble en paix, en s'appuyant sur son expérience nationale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette journée a été adoptée par l'ONU en 2017 sur proposition de l'Algérie. Le Conseil de sécurité et de paix a appelé le groupe des États africains à l'ONU à organiser des événements annuels aux Nations Unies afin de mettre en valeur l'expérience de l'Afrique dans la construction de la paix et de la coexistence.
En Algérie, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a supervisé ce jeudi l'exécution d'un exercice tactique à balles réelles intitulé Al-Ahd 2026 au niveau du 5e polygone de tir et de manœuvre Ahmed Doukal en 5e région militaire. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, la même source a indiqué que l'exécution de cet exercice a confirmé de manière évidente la capacité des unités participantes dans le domaine de la planification, de la préparation et de l'exécution réussie des missions. C'est le fruit d'une parfaite maîtrise par les équipages des différents armements et équipages modernes à haute technologie. À l'issue, le général d'armée a passé en revue les unités et les formations engagées dans cet exercice qui l'ont salué. À leur tour, conclut le communiqué du MDN. Et la 25e édition du Salon international du tourisme et des voyages organisés au Palais des Expositions de la Safaxa Alger clôture ses activités après 4 jours. Safwan Bassabri revient sur cet événement. Regardez. Dès les premiers pas dans le salon, le visiteur est de suite pris par une ambiance vivante, presque palpable, où se mêlent rythme, couleurs et tradition. Le Salon international du tourisme et des voyages est un rendez-vous de premier plan pour les agences de voyage, les établissements hôteliers, les délégations diplomatiques, les opérateurs privés et publics se côtoient dans une mise en scène riche en énergie. Une nouvelle génération d'opérateurs algériens mise sur un tourisme local pour les Algériens mais aussi pour les étrangers, mettant en valeur le potentiel touristique du territoire national. On a lancé l'application d'une façon officielle hier avec la présence de Madame la ministre Houria Mdahi. Et après, on a signé une convention officielle de partenariat avec le ministère. C'est une application qui encourage le tourisme local en Algérie et qui est faite pour numériser le secteur du tourisme et de la culture et aussi pour faire rayonner l'image de l'Algérie à l'échelle internationale et d'encourager surtout le diaspora algérien pour visiter l'Algérie comme destination. L'événement arrive à point nommé à l'approche de la saison estivale. Il constitue une véritable vitrine pour promouvoir la destination Algérie et donner des envies d'ailleurs aux Algériens. Plusieurs opérateurs étrangers installés en Algérie ont saisi l'occasion pour faire valoir leurs services. Algérie, on le voyait très vaste. C'est un très bon pays, un grand pays. On compte beaucoup sur l'Algérie. On travaille avec plusieurs entreprises ici, avec les agences algériennes et surtout avec notre réseau international. On a essayé de ramener des touristes de toute l'Afrique, l'Asie, l'Europe, en Algérie pour faire des tourismes spécialement vers les Sahara, Timinmoun, Tiarit. Le Salon international du tourisme et des voyages, c'est aussi une caisse de résonance pour les chancelleries étrangères venues promouvoir leur destination, invitant les touristes algériens à élargir leurs horizons en voyageant en terre inconnue. C'est également important pour nous de participer à ce salon parce que nous avons des destinations magnifiques qui ne sont pas très connues par le monde, les professionnels et également les touristes algériens. Donc nous avons des safaris, des réserves naturelles qui sont au Tchad, qui sont à visiter. Et nous avons également des safaris désertiques. On fait aussi également, on propose également des produits dans le désert tchadien. Le CITEF s'achève aujourd'hui. Bien plus qu'un salon, c'est une porte ouverte sur les 4 coins du monde. Du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie SIPSAFILAHA s'est tenu ce jeudi 21 mai. Cet événement majeur a mis en avant les innovations et les solutions techniques pour renforcer la souveraineté alimentaire, la compétitivité du secteur agricole et de l'agro-industrie ainsi que de l'élevage.
Et dans le même contexte, le directeur de production de Considère Agriculture, Salah Abdelrazak, a dans une déclaration à notre chaîne confirmé que l'entreprise publique développe ses capacités dans les cultures stratégiques et l'élevage afin d'accroître la production agricole. Considère Agrico est en pleine phase de développement et de diversification, particulièrement dans les agricultures stratégiques et animales, afin d'optimiser le rendement et la qualité de ses produits. L'entreprise utilise des technologies modernes, notamment l'irrigation au goutte à goutte pour économiser l'eau et s'appuie sur des pivots centraux pour les grandes cultures. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.